Je me demandais comment ça allait se passer l'intégration. Je parlais pas hébreu, je connaissais pas la langue ni le pays d'ailleurs. Je suis un petit peu parti à l'aventure. On a toujours des hésitations même. J'avais très peur de me dire est-ce que je vais m'intégrer, est-ce que je vais pas m'intégrer, est-ce que je vais réussir à parler, est-ce que je vais réussir à m'exprimer. Tous les jours, une nouvelle adaptation. J'ai pas réellement eu d'hésitation. Je suis partie de France avec un bagage en étant professeur de français. J'attends de voir. Est-ce que j'allais m'adapter à la mentalité israélienne? J'avais envie de venir. Pour pouvoir faire grandir ma famille et pouvoir avoir des enfants en toute sécurité. Ah, tellement de questions. Quand on arrive en Israël, après avoir décidé de s'y installer, les sentiments se mélangent. On pense à une terre où coule le lait et le miel. On pense à l'histoire d'Abraham, celle d'Isaac, de Jacob, marcher dans leurs pas, mais pas réservé qu'à l'imagination. On pense à Jabotinsky, Ben Gurion, Begin, Golda Meir, débarquer sans rien, si ce n'est leurs rêves et leurs idéaux. On pense à tout ça et on répète comme un mantra que tout ira bien. Toujours qu'on est arrivé à destination, que le juif errant a enfin sa terre. On pense à tout ça et parfois en même temps c'est dur de vivre aux côtés des Sabras. Épineux à l'extérieur et tellement tendre à l'intérieur. On pense à tout ça sans se rendre compte à chaque seconde qu'en fait, c'est encore bien mieux que ça. Alors bienvenue dans Odioperto. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Odioter Tov, encore meilleure. Bienvenue donc, et bienvenue en Israël aussi. Du coup, avec moi sur ce plateau, je vous présente notre panel qui nous accompagnera tout au long de la soirée avec des surprises aussi, bien sûr. Lior Sophie Bellman, bonsoir. Vous êtes pédiatre, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Professeur David Smadja, enchanté, chef d'unité de chirurgie réfractive à l'hôpital d'Adassa, fondateur et directeur, on en aura un aperçu tout à l'heure, de Nanodrops. Merci à vous également. À ma gauche sur ce plateau, à votre droite, à l'écran, on commente au plus loin de moi, mais plus près dans le cœur. Auriel Ohayon, PDG et cofondateur de Zengo. On parlera high-tech tout à l'heure ensemble à vos côtés. Aurélie Constantini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en charge du programme Olim Ensemble du ministère de l'Alia et de l'Intégration. Quel programme! Et à vos côtés, Patrick Ferdman, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes responsable de l'éligibilité à l'Alia au sein de l'Agence juive en Israël. Du coup, c'est par vous que tout passe. Tout à fait. On va en parler dans un instant. Bienvenue donc dans notre émission. Mais d'abord, pour faire le point, ça fait combien de temps tous que vous êtes là? Chiffre d'Alia. 9 ans. 9 ans. 10 ans. 10 ans. Oh, ça monte en grade. Moi, ça fait 17 ans. Présente, Patrick. Oh, je crois que vous allez gagner ce soir. 10 ans également. 22. 22. Eh bien voilà, il y a tous les âges représentés ici. Mais un petit mot avant du ministre de l'Intégration, parce que moi ici j'ai une théorie, vous voulez la connaître? Je pense que les Juifs de France, oui, nous ici sur ce plateau, qui décidons de s'installer en Israël, eh bien je pense que nous sommes la solution dont ce pays a besoin. Parce que Juifs et Français, ça fait double spécificité. Cette double allégeance-là, eh bien elle offre une force énorme, j'ai envie de dire, illimitée. Celle de la modération, celle des valeurs dans la tradition, celle souvent aussi de l'abnégation. Voilà pour ma théorie à moi. Maintenant, est-ce que vous voulez connaître celle du ministre de l'Alia et de l'Intégration? C'est plus guindé, je vous préviens. Et là, c'est parti, on écoute. ראשית, ביקרתי הרבה בשנתיים האחרונות בצרפת מאז תחילת המלחמה. וחשנו את הסולידריות מכל העולם כולו, אבל מצרפת בפרט. ואני רוצה להגיד לכל היהודים דוברי צרפתית, ולכל יהודי צרפת, שהעם בישראל מתרגש מהסולידריות, צמא לראות אתכם מגיעים הביתה, להיות כאן איתנו, ומדינת ישראל וממשלת ישראל ערוכה לקבל אתכם. ואנחנו מתאמצים מאוד כדי שהקליטה שלכם תהיה טובה ותהיה מצוינת. וקידמנו המון דברים. הן בנושא החינוך, והן בנושא לימודי השפה, והן בנושא סיוע בשכר דירה, והן בנושא של רישוי מקצועות. ואנחנו נמשיך להשתפר ולעשות את הדברים בצורה יותר טובה, כדי שתרגישו בבית, כי אתם בבית, וכדי שתהיו איתנו, וכדי Voilà les mots du ministre. Patrick, il a raison, le ministre. La solidarité, c'est le maître mot ici en Israël. En effet, il est clair que le fait que des immigrants arrivent en Israël, c'est
pas seulement bon pour les immigrants, c'est surtout bon pour le pays. Ces gens-là viennent s'installer, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui viennent enrichir la société israélienne, qui amènent une culture différente et qui nous permet à nous, Israéliens, d'évoluer, de nous adapter dans un monde qui est constamment en changement et en mouvement. Et justement, ce monde en mouvement, dans le domaine également de la santé. Est-ce que vous connaissez cette phrase de Mark Twain? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Faire voir des aveugles, faire marcher des handicapés ou faire entendre des sourds. Quand impossible n'est ni français ni israélien, il devient juste magicien. Reportage. Permettre aux personnes paralysées de remarcher grâce à un implant régénératif. Ce qui a longtemps ressemblé à de la science-fiction pourrait bientôt devenir réalité grâce aux chercheurs de l'université de Tel Aviv. Ils sont les premiers au monde à avoir développé des implants personnalisés, capables de reconstruire le tissu nerveux endommagé. Israël s'apprête déjà à réaliser les premières greffes sur 8 patients humains. Dans cette course à l'innovation médicale, la Startup Nation n'a pas peur d'aller trop vite. Il suffit simplement d'adopter un autre point de vue, comme l'a fait le professeur David Smadja, un ophtalmo devenu aussi entrepreneur grâce à une idée née dans l'avion vers Tel Aviv. Aujourd'hui, mon quotidien est à la fois professeur en médecine et entrepreneur, parce que j'ai fondé une boîte qui s'appelle Nanodrops. J'ai eu l'idée, à cause des yeux comme ça que j'avais un peu secs après avoir travaillé une journée sur ordinateur, et avoir l'impression que l'écran n'était pas très net pour moi. Et en arrivant, j'ai passé un coup de fil à un des professeurs d'ingénierie à l'université de Bar-Ilan. Je lui ai dit, tu penses que c'est possible de faire des gouttes pour corriger la vue? Et sa réponse a été oui. En quelques semaines, la première expérience est lancée. En quelques mois, la start-up voit le jour. Les nanogouttes de David Smadja pourraient bien remplacer lentilles et lunettes dans un horizon pas si lointain. Et moi je parle souvent du rêve israélien qui est d'arriver à accomplir une idée ou un rêve que tu as en très peu de temps, parce que les gens se retrouvent enthousiastes de la même manière que toi. Et à la fois c'est un monde qui est très ouvert et très branché sur la recherche et l'innovation. Et on le voit par les infrastructures qui sont pensées comme ça dans les hôpitaux. Il y a ce qu'on appelle les centres de transfert technologique qui permettent aux médecins de développer des idées, et chaque idée est accompagnée rapidement pour pouvoir avoir une orientation industrielle, commerciale. Alors, ça fait 10 ans que j'ai fait l'ALIA et que je suis en Israël. Ça va faire 7-8 ans que j'exerce dans le domaine privé mais aussi public, dans les hôpitaux israéliens. Et pour un médecin qui pense à faire l'ALIA, et encore plus pour un médecin qui a une orientation un peu de recherche ou entrepreneuriale, je lui dirais évidemment de foncer et de venir en Israël. Pour un nouvel immigrant, parvenir à s'orienter dans le système de santé israélien peut parfois donner le vertige. C'est un peu comme devoir réapprendre à marcher et changer de lunettes en même temps. Hey, shalom. Après 10 ans aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker, Lior Bellman a elle-même dû s'adapter. Ulpan médical, équivalence, expérience intensive à l'hôpital Schneider de Petah Tikva. Elle est aujourd'hui pédiatre en Coupat-Cholim, une caisse de santé à Tel Aviv. Je ne suis pas toute seule, je suis en équipe. Donc on a des infirmières, mes secrétaires, on est plusieurs pédiatres. Et finalement, je crois que ça a été un très bon choix pour le début parce que c'est ce qui m'a permis clairement de m'intégrer. Jusqu'à aujourd'hui, quand je ne comprends pas un mot, je les interroge. C'est tous les jours. Voilà, il y a des échanges avec les autres. Constamment. Et j'apprends tous les jours. J'apprends de mes patients, mais j'apprends tous les jours. Il y a encore Paris sur la porte. Donc je me suis acheté sur Internet la photo la plus kitsch qui soit avec ma tour Eiffel. Les petits oiseaux, la fenêtre, etc. Elle est toujours là. Ils ont très rapidement apprécié ma qualité de médecin. Parce qu'on a un sens clinique. Je pense qu'on apprend la clinique de manière différente en France. Et je crois qu'on a beaucoup à apporter à nos collègues. Il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Une fois qu'ils vous connaissent, les patients, alors là,
vous ne recevez que de l'amour. Ok, אני צריכה לבדוק אותה בבקשה. מה שלומך, mon bébé d'amour? Mais je crois que prendre soin des enfants d'Israël, c'était mon objectif. Et vraiment, j'ai eu le sentiment que je le faisais, que quand je me lève le matin, c'est pour eux. Et ça s'est décuplé après le 7 octobre. C'est fou. Encore maintenant, c'est-à-dire que quand un enfant rentre en consultation me voir, je vous le promets, hein, je le projette, je sais pas s'il arrive à 1 an, 17 ans plus tard. Il a beau hurler, j'ai beau être fatiguée, les cris, les pleurs, les parents pas tout à fait toujours très patients. Mais je me dis, c'est lui qui va nous protéger plus tard. Et c'est à moi maintenant d'en prendre soin comme il faut. Parce que lui va prendre soin de nous plus tard. Et oui, ces enfants qui sont les enfants d'un peu tout le monde. On va continuer à en parler. Professeur David Smadja, c'est incroyable parce que vous avez l'accent israélien quand vous parlez français. C'est l'alia qui vient de l'intérieur, ça. Ouais, je parle en français avec un accent israélien et je parle hébreu avec un accent français. Comme ça, il y a tout pour plaire. On dit que la médecine israélienne, elle est à la pointe de l'innovation, mais qu'elle reste en même temps très humaine, très empathique. C'est quoi le secret de cet équilibre? Je pense que on est situé dans un pays où on a des médecins et une médecine qui est inspirée de plusieurs endroits dans le monde. C'est un pays de nouveaux immigrants. Et donc, on a construit, comme ce qu'on a fait avec la cuisine en Israël, on a fait aussi avec la médecine. On a à la fois les cerveaux du monde entier, on a des sensibilités qui sont différentes de par ses origines. Et donc, du coup, on a créé un système de santé qui ressemble à nulle part ailleurs et qui est made in Israël. Un melting pot de système de santé. Lior, on vous entend le dire à demi-mot. Quand on soigne en Israël, est-ce qu'on soigne différemment? Techniquement parlant, non. C'est-à-dire que c'est la même médecine, on va utiliser les mêmes médicaments. C'est-à-dire qu'en termes médical, non. Je crois que le sens, déjà, faire médecine, être pédiatre, il y a une vocation et une mission. Je crois que cette mission-là et cette vocation est décuplée quand on vient en Israël en tant que juif. C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ça a été pour moi une surprise et une révélation. Et aujourd'hui, ça donne un vrai sens à ma vie et une raison de me lever le matin, clairement. Un relief différent. Orit, si on pouvait justement, puisqu'on parle d'enfants, on va en reparler au cours de cette émission, glisser un message dans le cartable de chacun des enfants qui fait son alia. Qu'est-ce que vous lui écririez? D'abord, il faut savoir, il y a la petite anecdote qui se dit que la liste des affaires scolaires est beaucoup plus légère en Israël qu'en France. Ça, c'est déjà par vécu. Je pense que les enfants ici sont des rois, ne serait-ce que par la liberté, beaucoup moins de pression au niveau scolaire. L'école se termine tôt. Et puis, trop tôt, si je peux me permettre. Trop tôt. Mais bon. Pour nous, assez tôt. Enfin, voilà. Après, chacun. Au contraire, ça leur permet aussi l'après-midi de faire des activités extrascolaires. Enfin, vraiment tout dans une liberté qu'ils ne connaissent pas en France. Vous avez dit, je crois, le maître mot, justement, la liberté. Quand on est dans le milieu de l'innovation, Ouriel, dans le milieu de la santé, est-ce que l'innovation, la liberté d'imaginer, de se dire qu'en fait, on peut être l'inventeur de demain, parce que les start-upers, c'est les inventeurs d'hier. Est-ce que c'est ce qui favorise l'innovation aujourd'hui, en prenant en compte aussi le stress dans lequel on grandit, on vit en Israël? C'est toute l'histoire de ce pays. On est dans un pays de créateurs. C'est un pays qui a 16 ans, 17, et qui est composé de personnes qui ont tout créé depuis rien. Et ça s'est transmis dans l'économie et évidemment dans ces générations d'entrepreneurs qui ont été à la fois bercés par le climat académique favorable, le climat d'investisseurs qui étaient prêts à prendre des risques, et aussi cet état d'esprit qui consiste à dire, comme vous l'avez dit, de pouvoir concevoir tout ce qui est a priori impossible. Et donc, c'est ce qui fait vraiment quelque chose d'unique en Israël. Quand on est un entrepreneur, c'est un climat idéal. Des créateurs et aussi de grands rêveurs. En Israël, on croit aux licornes, pas celles avec une corne, des pouvoirs fantasmagoriques de guérison, de pureté, de magie. Non. Ça reste pour les contes de fées, pour les rêveurs. Non,
en Israël et dans le high-tech, on est très sérieux, donc on croit aux licornes, les autres. Vous avez compris? Non? Regardez. 32 milliards de dollars. Avec la start-up israélienne Wiz, Google a réalisé en mars la plus grande acquisition technologique de son histoire. Si les géants Amazon, Google et Microsoft ont confié la sécurité de leurs précieuses données à cette start-up fondée il y a 5 ans à Tel Aviv par des anciens du renseignement militaire, ce n'est pas vraiment un hasard. Israël est devenu la terre promise de la cybersécurité, avec des centaines de startups devenues les gardes-frontières du monde numérique. La combinaison gagnante, on l'a trouvée ici. C'est là, Courriel Ohayon, qui a fait son alia depuis la France, a lui aussi tenté sa chance. Alors là, on est dans une salle de réunion, la grande meeting room de Zengo, dans la tour Rajesh de Sarona, dans le quartier emblématique des startups de Tel Aviv. Là, on est au 8e étage, on a une vue magnifique sur Tel Aviv et la mer. Un œil sur le cours du Bitcoin, un autre sur le marché international. Avant de créer Zengo, une application sécurisée qui permet de gérer ses crypto-monnaies et NFT, Ouriel n'avait pourtant jamais travaillé dans la finance, encore moins en hébreu. Israël est un pays exceptionnel pour ça, parce qu'il y a à la fois les preneurs de risques du côté entrepreneur, les preneurs de risques du côté investisseur, et cette mentalité qui permet aux employés de rejoindre des projets à risque, même si le projet n'est pas encore avéré. Et donc il y a cette espèce d'osmose, de magma énergétique entrepreneurial qui est un peu unique dans le monde. Tester et se tromper, ça fait partie du naturel de ce pays. Le cofondateur, Tal, est un ancien du 8200. Donc c'est des unités d'élite spécialisées dans l'intelligence et la recherche. Et donc ça marche bien, il y a de la demande? Oui, plutôt. On a plus de 2 millions de clients dans le monde. On opère d'ici de Tel Aviv, mais on a des utilisateurs dans pratiquement le monde entier. On est aujourd'hui un des leaders dans le monde dans notre domaine. On est parmi les 10 plus gros, peut-être même les 5 plus gros. Ici, l'échec n'est pas sanctionné. L'échec est compris, est admis et même récompensé. Qui gagne généralement? C'est mon patron, donc je vais le laisser gagner. Je m'appelle Hillel Berry, j'ai 31 ans. J'habite en Israël depuis déjà presque 18 ans. Je travaille à Zengo en tant qu'expert comptable dans la finance, en tant que financial controller. J'habite à Netanya, donc je viens ici en train à Tel Aviv presque tous les jours. On a l'équipe ici qui est formidable. Chacun, je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a beaucoup de gens de plusieurs pays dans le monde. C'est un peu, on appelle ça kibbutz galouyot en hébreu. Et puis c'est un domaine aussi de crypto qui fascine énormément de monde en ce moment. Et ça a un avantage aussi par rapport aux connexions, au réseau. On peut s'entraider des autres sociétés dans des domaines différents qui sont autour de nous. Bah là, on se retrouve souvent après le travail juste en bas. Il y a plein de bars sympas. Le soir, il y a une bonne ambiance. J'ai fait l'ALIA il y a une vingtaine d'années. Je travaille chez Zengo, team leader dans le engineering, et depuis 4 ans presque. Ça fait 15 ans que je suis dans l'high-tech, donc c'était pas ma première expérience dans l'high-tech, mais on va dire que c'était ma première expérience de petite start-up qui est en train d'émerger, surtout dans un nouveau monde qui est un peu un nouvel écosystème qui est la crypto. Quand tu arrives en Israël, au début, c'est un peu foufou, parce que tu sais pas où t'es, c'est complètement différent. C'est multiculture, donc tu rencontres plein de cultures, mais d'un autre côté aussi, tu te retrouves assez facilement. Moi, quand je suis arrivé en Israël, je me suis retrouvé moi-même. En Israël, on fait comme les Israéliens. Et donc oui, on s'intègre, on mange local, on parle local, on pense local. Mais on agit à l'international. On a une bonne quantité de Olim, on doit être 30 à 40% de gens qui sont des Olim, qui sont venus de différents pays. On a des gens qui viennent de France, on a des gens qui viennent des États-Unis, d'Argentine, d'Uruguay. Dès qu'on veut travailler à l'international et dès qu'on veut travailler sur un projet international, c'est bien aussi d'avoir dans sa société des gens qui ont été exposés à d'autres cultures, qui connaissent d'autres langages, qui ont été formés différemment et qui permettent d'apporter à la société un paquet de compétences qui est complémentaire à celui qu'on peut trouver ici. La colle bateau, mais on mode stable. Ici,
ici, on est dans un aquarium où tout est à faire, où tout reste à faire, et tout peut être fait. Quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de se lancer, qui a envie de prendre des risques, c'est tout à fait possible. Et la preuve, c'est qu'on a dans cette société plusieurs personnes qui ont fait ça. Alors, il y a énormément de mots sur lesquels j'aimerais revenir avec vous, Auriel. Vous parlez d'échec et c'est très important, la capacité de voir en l'échec quelque chose de positif. C'est très, très israélien. Vous parlez également de stabilité et il est peut-être là le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. J'ai envie de vous demander si Zengo aurait pu naître en France, si c'est le fait d'être israélien, d'être ici où tout est possible et tout est accepté, qui vous a fait ouvrir et faire fructifier Zengo. J'ai envie de vous demander aussi, vous avez échoué avant d'y arriver? Bien sûr. J'ai plusieurs sociétés avant celle-là, et certaines ont réussi, d'autres non. L'échec fait partie de la courbe d'apprentissage pour réussir. Et toutes les sociétés qui ont réussi, de Facebook à Google, à Nvidia, sont toutes passées par des phases de quasi-mort critique avant de pouvoir émerger. Donc c'est quelque chose qui est naturel dans l'Internet, dans le high-tech. C'est pas quelque chose qui est impossible. Et en Israël, je pense que c'est quelque chose qui est presque typique, puisqu'on est exposé à, entre guillemets, le risque de la mort, au sens propre du terme, à pratiquement tous les moments. Et donc on a envie de vouloir dépasser ça. Et donc, est-ce que Zengo aurait pu être créé ailleurs? On a des concurrents dans le monde entier. Mais il y a des technologies qui sont spécifiques qu'on trouve en Israël et qui ont fait que c'était ici que ça devait se passer. C'est ici le terreau qui rend tout possible. David, est-ce que, selon vous, on pourrait dire qu'Israël a besoin d'innover pour exister? Ouais, je pense que c'est une des signatures du pays. D'abord, c'est quelque chose dans l'histoire juive, l'innovation. Je pense qu'on a quelque chose en nous qui le tikkun olam, quelque chose qui, si ça n'existe pas, il va falloir le créer. Et donc, je pense que c'est vraiment une vraie signature israélienne aujourd'hui. C'est ce qui nous place aussi aujourd'hui dans plusieurs industries. À la tête de certaines industries dans le monde. Patrick, si on pouvait créer une start-up pour faciliter la vie, l'adaptation, l'intégration de Olim Khadashim, des nouveaux arrivants ici en Israël, ce serait quoi? On va commencer à faire une espèce de brainstorming comme ça ici sur ce plateau. Alors, la meilleure start-up qu'on puisse faire, c'est exploiter la matière grise. On n'a pas de sous notre terre, nous avons du désert. Nous n'avons rien en Israël. Il y a un petit peu, on a trouvé un petit peu de gaz dans la mer, mais en fait, ce ne sera pas forcément suffisant. Donc, nous avons de la matière grise. La matière grise, c'est quelque chose qui est exploitable. C'est quelque chose que l'Israélien, qu'il soit nouvel immigrant ou qu'il soit israélien de souche, sait exploiter parce qu'il a cette vision qui lui permet de contourner les obstacles. C'est quelque chose que nous vendons également à l'étranger. Il y a énormément de sociétés étrangères qui sont très intéressées à exploiter le travail d'Israéliens et des sociétés israéliennes parce qu'on sait comment arrondir les angles, on sait comment contourner les obstacles et on est extrêmement imaginatif. Parfois un peu trop, mais on est très imaginatif. C'est notre outil de travail, c'est notre raison de vivre. C'est notre marque de fabrique. Orit, je voudrais quand même qu'on ne fasse pas une émission bisounours. Ce n'est pas l'idée. Je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet aussi. Il y en a parfois qui viennent en Israël et qui ont du mal à s'y retrouver. La langue, le travail, ils changent. Et vous en savez quelque chose. Peut-être de voix par rapport à ce qu'ils étaient en France. Ce n'est pas si simple que ça. C'est une évidence. Bien sûr que ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'une alia, ça se prépare. On prépare une alia. C'est pour ça que le ministre de l'Intégration actuellement a mis tellement de lois, tellement d'avantages, tellement de personnes au service de futurs Olim pour justement faciliter leur intégration et surtout éviter justement les échecs en arrivant ici. On ne va pas se mentir, une alia, c'est quelque chose, c'est un challenge. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut bien le préparer, bien s'informer, bien se renseigner auparavant. Et en principe, avec vous avez une adresse mail qui apparaît en bas de votre écran si vous avez plus de questions à poser à Orit. Tout à fait, Olim Together. Alors, ce n'est pas particulièrement une question à moi en particulier, mais nous sommes un programme qui a été mis en place par le ministère de l'Alia et de l'Intégration, par le ministre Ophir Sofer et son mancal Avichai Kahana. Nous sommes 10 franco-israéliens, nous habitons tous en Israël, dans différentes villes. Et en fait, la nouveauté, c'est que nous venons en France, rencontrer nos futurs Olim,
nous leur proposons donc un tête-à-tête pour pouvoir leur apporter donc toutes les lois, tous les avantages qui ont été mis en place par l'État d'Israël pour leur intégration. Et faire en sorte d'avoir une intégration plus douce. On va continuer à en reparler. On va marquer une petite courte page de publicité. On revient juste après avec plein de super conseils et des surprises aussi. Restez avec nous. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son aliyah. Ok, prompteur, envoie la question. Qu'est-ce qu'un génocide ? Le terme génocide désigne la volonté délibérée d'exterminer totalement ou partiellement un groupe ethnique, religieux ou national. Ça implique des actes intentionnels visant à détruire ce groupe dans son essence même. Ce n'est pas le cas à Gaza. Les actions militaires sont dirigées contre des groupes terroristes, pas contre un peuple en raison de son identité. L'objectif de cette guerre est de protéger les civils israéliens et de neutraliser les menaces, pas d'éliminer une population. Tsahal demande même aux Gazaouis d'évacuer les zones dangereuses et prévient les civils en envoyant des tracts avant de bombarder des cibles terroristes. Comprendre les mots, c'est comprendre les faits. Et dans ce conflit, génocide n'est pas le mot juste. Les accusations contre Israël sont infondées. Les répéter n'en feront pas une réalité. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat du lundi au jeudi en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News.
Je vous assure qu'à la fin de la soirée, vous l'aurez dans la tête, cette chanson, et vous n'allez pas vous arrêter. Bienvenue à nouveau pour ceux qui nous rejoignent sur notre émission Audio Tertov, encore meilleure, parce que faire son alia, eh bien oui, c'est meilleur. Depuis 1948, 5 millions de nouveaux immigrants sont passés entre les mains de l'agence juive, mais depuis 2023, depuis ce fameux 7 octobre, les discussions pour monter en Israël ont pris une autre teinte. Écoutez דורון אלמוג, פרזידון de l'agence juive pour Israël. תפקידה של הסוכנות הוא להוביל את העלייה. העלייה היא מנוע צמיחה, יש לה חשיבות אסטרטגית. מאז ה-7 באוקטובר, שבת, שמחת תורה, הגיעו לישראל 55,000 עולים ועולות, והחשיבות של העלייה בתקופה הזאת היא ממש חשיבות קיומית. ולכן בתקופה הזאת אני הייתי רוצה לראות כמיליון עולים מגיעים למדינת ישראל בשנים הקרובות. יש כאן חוסרים של מקצועות חיוניים למשק. צריך רופאים, צריך מהנדסים, צריך אנשי סייבר, צריך אנשי מדע, צריך מורים לאנגלית, צריך מחנכים. ומה שאנחנו מזהים בעקבות אירועי שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר, אנחנו מזהים טלטלה גדולה בעם היהודי, כאלו שלא היו בקשר איתנו, לא היו בקשר עם השליחים שלנו בעולם, פתאום התעוררו. Voilà, le président de l'agence juive qui a fait sa liste de courses, ingénieurs, professeurs, éducateurs, commerciaux, industriels, venez ici en Israël. Si vous vous reconnaissez parmi eux, ben voilà, faut juste venir. Parlons des enfants israéliens. On dit souvent d'eux qu'ils sont des enfants rois, que tout leur est permis, pire, que tout leur serait dû. Mais si la réalité était tout autre, si l'éducation à la chutzpah était en fait le vrai trésor d'Israël. Tentative de réponse en images. Derrière l'insolente réussite israélienne, il n'y a pas seulement le talent et le travail acharné, mais aussi tout un système de préparation dès le plus jeune âge. Le résultat de cette équation, 6 médailles, dont 4 médailles d'or pour les lycéens israéliens aux Olympiades internationales de mathématiques cette année en Australie. Israël forme la nouvelle génération d'ingénieurs et de leaders. Après l'école et le service militaire, c'est sur le campus que se poursuit cette course à l'excellence. Le Technion, l'université hébraïque de Jérusalem, mais aussi l'université Ben Gurion du Negev dans la ville de Beersheva. Une oasis académique au milieu du désert qui attire, elle aussi, de jeunes olim comme Eitan, en 2e année d'ingénierie mécanique. Alors là, on est au centre international des étudiants à l'université de Ben Gurion. Et alors voilà, on a plein d'étudiants qui viennent de partout dans le monde. Là, on a 2 étudiants qui viennent de New Jersey et de New York. J'ai pu discuter avec eux, en plus ils étudient la même chose que moi. Alors moi je me suis super intégré au Hashem, les gens étaient très accueillants avec moi et j'ai pu me faire beaucoup d'amis, surtout dans mon diplôme. La gamme est parisienne. Donc en plus de ça, j'ai un chien qui s'appelle Louis, c'est mon chien de service, donc voilà, je l'éduque pour qu'il puisse aider les personnes aveugles, post-traumatiques. Et donc grâce à ça aussi, ça m'a permis de bien m'intégrer à l'université. Ils vont avec nous en cours, pendant les examens, ils sont toujours accompagnés, on est toujours accompagnés d'eux. Et en plus de ça, ils ont construit un parquet pour chiens. Donc voilà, souvent on se rejoint, on a un petit groupe WhatsApp. Voilà, toi, c'est ce que tu recherchais comme ambiance sur un campus, dans une université? Alors exactement, moi ce que je cherchais en venant à l'université de Beersheva, c'était vraiment une ambiance. C'était vraiment le fait qu'on ne se sente pas seul et que vraiment on est accompagné par les gens, que ce n'était pas un esprit de compétition H24. Et là justement, j'ai pu avoir ce ressenti, il est très fort, que tout le monde peut nous aider. Tout ce qui concerne la bureaucratie, les formulaires, nous avons des équipes pour s'en occuper. Nous répondons aussi aux besoins sociaux. Nous organisons beaucoup d'activités pour les étudiants internationaux et israéliens afin de les intégrer sur le campus. Nous sommes aussi là pour les écouter. Moi, à chaque fois que je leur dis que j'ai un peu de mal avec l'hébreu, tout de suite, ils veulent nous aider. Justement, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils arrêtent, ils veulent nous aider vraiment. 2 options existent pour les Olim selon leur niveau. Intégrer un programme international en anglais ou poursuivre le parcours classique en hébreu en 2e et 3e année.
Dans la faculté de gestion de l'université Ben Gurion, les nouveaux immigrants pourraient même bientôt étudier en français, s'ils le souhaitent. Il se trouve que dans mon programme, c'est 100% en anglais, que ce sera, j'espère, 50% en anglais, 50% en français d'ici une année. Mais dans notre business school, l'anglais s'est imposé. Pour une mère juive en France qui voudrait faire des études de business administration, de gestion à ses enfants après une licence, je crois qu'on est une bonne adresse. Parmi les professeurs et chercheurs Olim croisés dans les laboratoires, une étoile montante de la chimie, ancien de Yale et du MIT, qui révolutionne le champ de la spectroscopie laser. On a rencontré aussi Frédéric Libersat, professeur de sciences de la vie passionné, qui a trouvé à Beersheva le projet de sa vie. Je suis professeur à l'université, j'enseigne les neurosciences, et la physiologie aussi. Et j'ai vu tout de suite que je préférais quand même être dans une université un peu plus jeune, un peu plus dynamique, avoir une contribution plus importante parce que c'est quand même une région qui est moins développée que le centre d'Israël. Et donc on a l'impression de contribuer beaucoup plus à la vie intellectuelle, scientifique, etc. Par exemple, ce projet de développer des outils pharmaceutiques à partir de molécules de venin, c'est un projet que je fais avec quelqu'un de la fac de médecine. On a eu des fonds ensemble pour faire ce projet. Ce campus, il est magnifique. Moi, à mon avis, c'est le plus beau campus d'Israël. La mentalité est complètement différente parce qu'en France, ils arrivent à l'université à 18 ans, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, alors qu'ici, ils font l'armée pendant 3 ans, plus 1 an en général pour se reposer un peu des 3 ans d'armée. Et donc, ils arrivent à l'âge de 22-23 ans, ils sont beaucoup plus matures, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est une société d'opportunités, c'est une société où la croissance est constante et où vous avez des occasions de carrière que vous ne trouveriez pas en Europe, ça c'est clair. Même dans cette situation de crise, le marché du travail israélien est très porteur. Donc la question, c'est pas de trouver un job, la question c'est de s'intégrer le mieux possible, savoir jouer les règles du jeu pour faire la plus belle carrière possible et qui a le plus de sens, évidemment. D'être ingénieur en Israël quand je suis venu, c'était mon rêve et je suis en train de le réaliser. Et après voilà, moi j'aimerais plutôt être dans l'armement. T'as un rêve d'une société particulière où tu veux Je pense que c'est qu'on a tous le même rêve d'atteindre Raphaël et toutes ces entreprises d'armement pour la défense de l'État d'Israël. Il faut travailler quand même. Il faut travailler bien sûr. Un conseil souvent dispensé pour bien s'intégrer, mieux vaut commencer tôt, de préférence sur les bancs de l'école. La plupart des dispositifs d'intégration sont subventionnés ou financés par l'État israélien. Ulpan, classe d'absorption, programme bilingue ou soutien scolaire. Quel que soit l'âge de vos enfants, Israël a réfléchi à la solution. Il y a toujours une formule qui marche. Alors on a choisi de filmer les couloirs d'une école, pas forcément représentante d'Israël, très calme, très bien cadrée, très bien organisée. Je vais m'adresser aux mamans qui sont sur ce plateau avant d'aller voir les papas. Lior d'abord, peut-être. On connaît tous la journée type d'un petit élève israélien. Il part de la maison vers 7h30 pour arriver à l'école à 8h et puis il rentre super tard, à 1h de l'après-midi. C'est très long les journées des écoliers israéliens. On n'en a pas forcément conscience quand on fait son allié et qu'on débarque avec des enfants. Pas du tout, même. On doit préparer la fameuse lunchbox, le fameux repas du 10h, du midi, parce qu'il faut manger 4 fois quand on est à l'école pendant 5 heures. Sans compter qu'il faut être à peu près taxi tous les jours pour les amener dans leurs activités extrascolaires quotidiennes. Voilà. C'est le quotidien des écoliers, c'est le quotidien des mamans et des papas aussi, du coup. Mais est-ce que c'est peut-être là le secret de leur spécificité, le fait qu'ils aient beaucoup de temps libre, qu'ils puissent rêver, réfléchir, penser? Et s'épanouir et prendre confiance en eux. Je crois que on est dans un mode éducatif qui est propice quand même à l'épanouissement de l'enfant.
Quand je vois l'enfance de mes enfants ici, je rêve de ces enfants-là, de leur enfance. Je suis nous, on se sent un petit peu castrés en France pendant toute... Alors, il y a peut-être un peu de frustration aussi quand on est parent de voir les enfants sortir tellement tôt, mais Orit, on se pose une question aussi. Comment cette école qui est si fébrile dans la vie des enfants, parce que 4-5 heures par jour, ça fait pas non plus ça, a priori, ne sort pas des grands intellectuels, et pourtant, Startup Nation. Alors, elle est où il est où le lien? C'est exactement ce que j'allais dire. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants qui réussissent moins bien que les autres. J'ai envie de dire même bien au contraire. Moi, je pense que cette liberté qu'ils ont justement après l'école, c'est ça qui les responsabilise au final. Et je vais prendre mon propre exemple. J'ai un enfant de 10 ans. Il rentre tout seul à la maison, il se fait à manger tout seul, il me ramène des copains à la maison, il leur fait à manger tous tout seul, il va à son roug de tennis, à son activité extrascolaire tout seul, il rentre tout seul. Et je me dis qu'en France, tout ça n'aurait pas été possible. Et finalement, je sens que c'est ce qui l'a rendu encore plus mature qu'à l'âge de 10 ans, un enfant en France. Donc moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif en Israël, contrairement aux idées bien reçues. David, est-ce que les enfants, ils nous inspirent, ils nous donnent des leçons à nous, adultes, ici en particulier en Israël, et peut-être aussi en particulier après cette guerre qu'on vient de vivre? Les miens, ils donnent des leçons déjà, c'est sûr. Et, donc à la maison, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de foncièrement différent entre les enfants en France et les enfants en Israël. Et je pense qu'on l'a tous ressenti quand on parle avec des enfants. Ils ont on les sent responsables à un âge. Moi, je suis un papa tunisien, donc j'ai du mal à me projeter. J'ai des enfants qui sont encore petits. Mais de les imaginer comme ça, à 8-9 ans déjà, commencer à aller seul à l'école, dans les activités extrascolaires, c'est ce qu'on entend systématiquement. Ils ont une maturité, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est transmis dans les écoles. On les responsabilise très vite. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la confiance en soi. Et donc, c'est quelque chose qui marche très bien en Israël. Est-ce que c'est une caractéristique, Patrick, qui est dure à accepter pour les nouveaux immigrants, ou est-ce qu'ils se mettent très très bien en général des expériences que vous avez vues? Ça va, ça coule. J'ai un ami nouvel immigrant qui est un dentiste qui me dit est-ce que tu peux m'expliquer? Mes enfants vont peu d'heures à l'école, ils n'ont pas de devoirs, j'ai l'impression qu'ils ne foutent rien, ils sont à la plage. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Et finalement, si on regarde le dôme de fer, les tanks, les fusées, les satellites, apparemment, ils apprennent quelque chose. Donc, c'est vrai que le système israélien est très différent du système français. On l'a un petit peu réduit et on n'apprend pas à faire une dissertation en Israël, par exemple, qui est très différent du système français. Mais d'un autre côté... On n'a même pas le droit forcément de corriger les fautes d'orthographe, ça c'est quand même quelque chose aussi. Voilà, on ne corrige pas forcément les fautes d'orthographe. L'Israélien moyen ne fait pas toujours la différence entre le masculin et le féminin dans les chiffres. Même l'Israélien qui est né en Israël, même si ce sont certains ministres qui sont incapables de mettre deux mots un à côté de l'autre... Oh, il y a des dossiers. Je sens qu'il y a des dossiers. Sur les 75 années qui sont passées, on entend d'anciens discours en disant « mais ces gens ne sont pas capables de parler leur propre langue ». Mais d'un autre côté, c'est un pays qui s'est développé en 75 ans. Si on compare à d'autres pays, c'est un pays qui s'est développé de manière extraordinaire avec un système d'éducation qui est en effet différent et qui est un petit peu déstabilisant pour les parents parce que c'est vrai qu'en Israël, l'enfant est roi. Et qu'on n'a pas comme objectif forcément, Uriel, de former des citoyens, mais surtout des rêveurs, des êtres humains. Oui, il y a une exposition à la réalité et qui les rend matures très tôt. Ça se matérialise par le fait que, durant cette guerre, en tout cas ce que j'ai vu autour de moi, réagissent d'une manière très mûre, très responsable. Et deux, ils commencent à travailler aussi très tôt. Moi, mes deux enfants, un a été moniteur de colonie de vacances, alors qu'il n'a même pas encore 16 ans, et l'autre gère un café. Donc ça donne une petite idée de ce qui se passe dans ce pays quand on est un mineur encore. Responsabilité, c'est le maître mot. Il y a un texte d'un écrivain israélien qui résume tellement bien ce pays. Ephraim Kishon disait d'Israël que c'est le seul pays qui a envoyé un satellite de communication dans l'espace
et on vous laisse jamais terminer une phrase. C'est le seul pays où sont déjà tombés des fusées d'Irak, des Katyushas du Liban, des Qassam de Gaza, et où un appartement 3 pièces coûte plus cher qu'à Paris. C'est le seul pays où on peut connaître la situation sécuritaire selon les chansons à la radio. C'est le seul pays où si l'on demande à une fille dans quelle unité elle a servi à l'armée, on découvre qu'elle était officier parachutiste, alors que vous n'aviez été que caporal à la cantine militaire. C'est le seul pays où lorsque vous détestez les hommes politiques, les fonctionnaires, les taxes, la qualité du service et la situation en général, vous prouvez que vous aimez le pays et qu'en fin de compte, c'est le seul pays dans lequel vous pourriez vivre. Mais celui qui en parle encore le mieux, c'est Bob Asbarin. Alors on l'écoute. Il y a 3 mois, j'ai quitté la Belgique en courant, littéralement, et je suis venu m'installer en Israël. Moi, on m'avait super bien vendu le truc, on allait me dire, mais tu vas voir, tu vas adorer, là-bas les gens ils font que kiffer. Mais c'est pas vrai du tout, les gens ils font pas que kiffer, ils font que bouffer, ils arrêtent pas du matin au soir, tu bouffes tout le temps. Et tous les matins, ça commence par le café dehors. Voilà le rituel du matin, le petit croissant à 40 shekels, très sympa. Ce qui est bien, c'est qu'après, t'as plus besoin de manger la journée. Tu finis ça, c'est comme si tu t'es fait un jarnoun. J'ai pris le premier resto que j'ai trouvé, je vous le paye en 1000, un resto de houmous. Parce qu'ils mangent que ça ici. Même les pigeons, ils mangent du houmous. Même si tu vas pas dans un resto de houmous, on te refile quand même du houmous. Alors tu sais, autant être déjà à l'endroit où c'est à la base, quoi. Et même dans ces petits moments-là, tu sens qu'en Israël, t'es quand même dans un pays vachement high-tech, voilà. Startup Nation. T'ouvres ta bouteille d'eau, et incroyable, le bouchon, et reste dans ta main. Autre gros avantage de l'Alia pour les mecs comme moi qui ont une calvitie, c'est la kippa. Tu peux la porter juste pour raison esthétique. Moi, j'ai appelé ça la kippa Alvici. Très pratique. Et je vous parle même pas de la nightlife à Tel Aviv où même au milieu de la nuit, c'est blindé. Ce matin, un réveil un peu difficile, j'avoue. Mais c'est pas grave, il y a les klaxons pour se réveiller. Regarde comment ça va. Ça va, je sais que c'est rouge, mais c'est comme ça, il est prêt. Le vendredi, t'as à peine fini ton café. Regarde ça un peu. Il est 9h du mat, tu te rends compte, c'est-à-dire 8h en France, et j'en ai déjà reçu 12. Tu les vois là, ceux-là, tu les connais. Quel cata. Et si tu les reçois et en français et en hébreu. Et le vendredi, quand Shabbat s'apprête à rentrer, il y a une ambiance très très chill, tout le pays se met à l'arrêt, tranquille. Le vendredi après-midi, même les bus s'arrêtent. Sauf quand ils s'arrêtent pas de craquer. Bah ouais, la vie en Israël, c'est pas toujours simple, mais au moins on est ensemble. C'est un pays où on pleure ensemble et puis on rit ensemble. Israël, c'est peut-être la plus petite des nations, mais c'est aussi certainement la plus grande des familles. Israël, moi, je l'aime comme ma fille, imparfaite et parfois rebelle, mais pour moi, elle restera toujours la plus belle. Et puis Israël, c'est pas juste un pays, c'est un cri du cœur. Bref, Israël, c'est intense, c'est vrai, c'est vivant. Et puis surtout, c'est chez moi maintenant. Je ne sais pas si j'ai envie de pleurer ou de sourire, tellement c'est beau. Mais du coup, même s'il n'est pas français, on le lui pardonne et on l'invite ce soir en plateau. Bonjour, Bonjour Bob Nathalie. Boris, de votre vrai prénom. Comment ça va? Très bien, Bonsoir merci. Et merci de nous avoir rejoints. L'humour dont vous faites preuve dans vos vidéos, autant ici que les autres, qu'on a vu même parfois tout au long de la guerre, avec cet esprit quand même très subversif, c'est le secret de la résilience. L'humour, c'est sûr que c'est aussi une arme. Alors ici, j'avoue, j'ai dû quand même pas mal sortir de ma zone de confort pour faire cette vidéo. Mais de manière générale, je pense qu'utiliser l'humour, en effet, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ça a toujours été comme ça dans le peuple juif. On a toujours utilisé l'humour. Avant que vous n'arriviez, j'ai demandé à chacun de ces panélistes autour de la table depuis combien de temps ils avaient fait l'Alia. Du coup, vous, ça fait combien de temps? Moi, là, ici, 3 mois. Donc, c'est tout nouveau. J'avais déjà vécu plusieurs années en Israël, mais ici, c'est un deuxième retour depuis 3 mois. Eh bien, c'est pour ça qu'on a décidé, et c'est moi qui vais vous le remettre, de vous octroyer, de vous donner un prix de l'Olé de l'année. C'est le prix i24 News Alia Award. Vous voulez le voir? Je l'ai dit avec l'accent. Hein. On arrive à faire un accent autre qu'israélien, même quand on parle en anglais. C'est le prix d'i24 News, parce qu'il faut dire quand même, Boris, qu'au cours de cette guerre, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. C'est ça aussi Israël. Je vous le donne, ce prix quand même. Merci beaucoup. En tout cas, quel honneur. Ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup en tout cas. Et ça vous revient de droit. C'est gentil, merci. Le montre. Voilà de quoi mettre affiché dans la nouvelle bibliothèque israélienne. Exactement, pour la déco, ce sera très bien. Il y a sûrement plein de langues à l'intérieur de cette bibliothèque, de ce pays aussi multiculturel d'où vous venez. On sent qu'aujourd'hui, Israël, c'est la maison, vous êtes arrivé à destination? On sent vraiment, moi je disais toujours, Israël, c'est jamais un pays où on va, c'est toujours un pays où on revient. On a quand même l'impression toujours de revenir chez soi. Et c'est sûr que c'est un challenge, l'Alia, parce qu'on vient avec un certain bagage et puis on doit aussi s'adapter à une nouvelle culture. Mais justement, je pense que l'Alia, ça veut dire monter. L'Alia, c'est aussi l'occasion de s'élever en tant que personne et de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. 3 mois d'Alia, entrepreneur, avec des enfants, ça se passe comment?
Fatigué, je ne sais pas si ça se voit. Fatigué, on attend toujours le conteneur en plus, donc on dort sur un matelas. Ah voilà les bugs, voilà. On se disait bien qu'il y en avait. Mais honnêtement, non, que du bonheur et surtout, je pense que j'avais beaucoup de stress, je m'étais mis beaucoup de freins et au final, ils se sont tous évaporés après une semaine ici, notamment l'acclimatation des enfants qui m'inquiétait beaucoup et après 2 jours, ils allaient... Les enfants, ils parlaient hébreu avant d'arriver? Non, ils ne parlaient pas du tout hébreu. Et ça se passe bien après 3 mois d'école, 2 mois et demi? Alors, ils ne parlent pas encore hébreu, mais ils commencent à comprendre. Mais comme je dis, ils vont avec un tel bonheur à l'école, en fait, que c'est un plaisir. Et il y a vraiment... Forcément qu'ils vont avec un tel bonheur à l'école. Ils vont rien y faire ou ils vont faire que des activités super génialissimes, cool. Mais c'est vrai, et comme vous le disiez, et puis je pense que ça, c'est très différent par rapport au système qu'on a en Belgique, en France, ou chez nous, vraiment, dans l'éducation, je pense qu'on grandit avec ce sentiment que la pire chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est se tromper. Il faut avoir ses bons points, il faut réussir ses interros, etc. Et ici, c'est un peu différent. Mais or, si on n'est pas prêt à se tromper, on ne peut jamais réinventer de nouveau. Et c'est peut-être pour ça, les enfants ici, avec une autre confiance qu'on leur donne, c'est peut-être pour ça qu'on est la Startup Nation, parce qu'ils ont confiance en eux, ils n'ont pas peur de se tromper, ils y vont. Et franchement, ça leur donne tout un autre arsenal d'armes. Moi, j'avais envie de parler d'Israël aussi ce soir autrement. La réalité, c'est vrai, en Israël, ce sont aussi ces files d'attente au ministère de l'Intérieur, des cappuccinos, vous avez parlé des croissants à 18 € et des débats sans fin entre Jérusalem et Tel Aviv. Alors, pour détendre un peu l'ambiance ce soir, on va tester, messieurs, dames, vos réflexes avec un petit quiz spécial Alia. 10 dilemmes très israéliens. Il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses qui viennent du cœur. À vos marques. Prêts? On va commencer avec Lior, si vous le voulez bien. Lior, votre mot préféré en hébreu? Tachles. Ah, tachles, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Hein. Celui d'être, ça se fait comme ça en fait. J'ai pas de traduction. David, exactement. David, un plat favori? La massa bacha. Ça me sortait. Ça se trouve où? Détaillé. Au chouk. Au chouk, ici pas très loin de Yafo, au chouk Katamam. Au chouk de Tel Aviv, c'est un resto? Café Yom Tov. Café. J'adore. Voilà, comme ça, vous avez une adresse si vous venez. Puis après, vous venez nous voir dans les studios d'i24. Bob, l'endroit secret où vous allez vous retrancher les jours où c'est un peu moins ça. Le port de Césarée. Oh, le port de Césarée, qui a une réputation et une renommée. Patrick, l'Israélien ou l'Israélienne, qui pour vous est un véritable emblème, une vraie légende que vous aimeriez rencontrer. Et là, tous les fantasmes sont permis, vivants, morts, on vous accepte tout. Professeur Leibovitch. Ah, pourquoi? Parce qu'il arrive à lier et la religion et la philosophie et des idées de gauche, des idées de droite. Et il a une deuxième génération, une troisième génération qui le suit, où ce sont tous des génies. Ses enfants et petits-enfants sont tous des génies, je l'envie. On l'espère pour vous, en tout cas aussi. Orit, français râleur ou israélien qui klaxonne? Plutôt israélien qui klaxonne. Haha, parti pris, hein. N'est-ce pas? D'office. Auriel, cette question, j'étais obligée de la poser. Plutôt Bar Refaeli ou Gal Gadot? Je ne peux pas choisir les deux. On a dit les réponses qui viennent du cœur, donc c'est OK. On recommence avec la bureaucratie israélienne ou le service public français? Waouh. Waouh. Public français. David, Startup Nation ou tradition millénaire? Je vais dire tradition millénaire. Jérusalem ou Tel Aviv, Bob? Tel Aviv. Tel Aviv? Ouais. Oh, oh. Moi, j'aurais dit Jérusalem, mais en même temps, c'est moi qui pose des questions. Alors on s'en fout de ma réponse. Sushi ou falafel? Sushi. Faire son alia au rythme pour le cœur ou pour l'avenir? Pour les deux. Yalla balagan ou savlanout? Ça va aller, tout ira bien, patience. Yalla balagan, il faut de l'énergie. Et voilà, on a tous nos contradictions, mais au fond, on est venu pour ça, pour râler, pour aimer, pour klaxonner et pour recommencer le lendemain. D'ailleurs, pour ceux qui auraient envie de commencer ou de recommencer, mais super rapidement, Orit, c'est quoi Alia Beshishimian? Alors, l'impensable, l'irréalisable et réalisable. Nous vous offrons l'opportunité en 2 mois, c'est-à-dire avant début 2026, de faire votre Alia. 3 documents à fournir, un rendez-vous à l'agent juif et c'est parti pour que le rêve se réalise. Si vous voulez participer donc à ces entretiens, vous avez notre mail qui s'affiche sur le bas de l'écran, Olim Together. Envoyez vos coordonnées, commencez les démarches, commencez à réunir les documents nécessaires et on vous garantit une alia avant la fin de l'année.
Faut pas trop hésiter de toutes les façons, hein, c'est comme ça. Vous retrouverez toutes les informations dans la rubrique Audio Tertov de notre site et également de l'application i24 News. Toutes les histoires, eh bien, elles commencent pareil. Il était une fois, bla, bla, bla. Avec ses idéaux, vivre, c'est pas forcément de tout repos. Vivre avec ses rêves, ça peut éreinter, même si ça nous élève. Il était une fois des hommes, des femmes qui voulaient se dépasser, briser leurs chaînes et les cerveaux esclavagisés. Il était une fois des hommes et des femmes qui voulaient développer un meilleur moi dans une meilleure société, un monde où il n'est pas interdit de rêver, de se dépasser. Il était une fois un pays complexe, compliqué, alambiqué parfois, mais émouvant toujours, profond et plein d'amour. Il était une fois des hommes et des femmes dont on souhaite ici ce soir qu'ils vivent heureux. Et beaucoup d'enfants, oui, 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 le lait, le miel et tout ce qui va avec. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir été avec nous sur Audio Tertov.